Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour partager avec nous ce premier hangout dédié à Ariane 6. Alors, Ariane 5 n'a pas connu d'échec depuis 10 ans. Les ingénieurs du CNES travaillent sur son successeur à l'horizon déjà 2020. Mais pourquoi doter l'Europe d'un nouveau lanceur? Quelles sont les problématiques qui sont aujourd'hui posées par l'évolution des satellites? Et quels sont les enjeux de la concurrence internationale? Quelle position adopter? Et puis, qu'en pensent nos partenaires? Pour répondre à toutes ces questions en cette année cruciale pour l'avenir de la fusée Ariane, nous sommes en direct de la direction des lanceurs du CNES à Paris-Daumesnil en compagnie de Marianne Claire, directrice adjointe des lanceurs au CNES. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Avant de lui donner la parole, je vais faire le tour des blogueurs qui sont parmi nous ce soir, leur demander à chacun de bien vouloir se présenter. Alors je vais commencer par, je vais pas être très galante cette fois-ci, je vais commencer par Rémi au titre de Futura Science qui est notre partenaire ce soir. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors dites-nous un petit peu quel est votre intérêt pour ce sujet. Journaliste et consultant spatial, hein, tout simplement. Parfait. Alors, nous avons Alex. Alex is German, so she will probably talk in English and ask a question in English. Hi, Alex. Hi. Yes, I can follow in French, but I hope you don't mind me asking questions in English. It'll probably be a bit hard for me in French, but okay. Nonetheless, I'm Alex. I'm Sterling Alex on Twitter. And I'm an aerospace engineer and in fact also mechanical and aerospace engineer. And I've ever since been crazy about space, and my studies in aerospace I did in Florida next to Cape Canaveral, so I could go see every shuttle launch. So I guess that already explains a bit how crazy I am. And I've been active on Twitter for a couple of years now. But only talk about space there, and I've grown a big network of friends and enthusiasts like me, with which I can chat about anything that goes on in space, and especially also new launchers like Ariane 6. So I'm looking forward to the chat today. Okay, thank you, Alex. And next to Alex, we have Corinne. Bonsoir, Corinne. Corinne, vous nous entendez? Bonsoir, moi c'est Corinne. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, voilà, moi je suis une grande passionnée d'astronomie depuis longtemps, mais je suis juste passionnée. Hein, tout ce qui se rapproche du spatial, j'adore. Donc voilà pourquoi je suis là. Et j'ai commencé avec des bouquins, j'ai appris toute seule. Je fais partie d'un club d'astronomie. Prends des cours d'astronomie une fois par semaine, donc voilà, je suis là ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Et puis je vais laisser alors la parole à Marianne. Moi, la toute première question que j'ai envie de te poser, c'est simplement que tu nous retraces un petit peu ton parcours. Comment est-ce qu'on devient directrice adjointe des lanceurs dans une agence spatiale? Alors ça, je ne sais pas s'il y a une recette qui s'applique pour tout le monde. Je peux t'expliquer comment moi, je suis devenue directrice adjointe des lanceurs. Donc en fait, moi j'étais fascinée par l'espace, comme nos blogueurs ce soir, hein, quand j'étais jeune, et donc j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai voulu rentrer au CNES toute jeune parce que je m'intéressais à la politique spatiale en France et en Europe. Donc je suis rentrée au CNES dès que je suis sortie des études et je suis rentrée sur le lanceur parce que j'étais fascinée pour Ariane, qui en 83 démarrait ses premiers grands pas dans le nouveau monde de l'accès à l'espace. Voilà. Et puis depuis, je suis restée au CNES, donc j'ai passé beaucoup de temps à Toulouse sur les satellites scientifiques en particulier, donc l'astronomie. Donc on pourra discuter éventuellement un autre moment avec Corinne sur les satellites scientifiques d'astronomie. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai travaillé beaucoup dans le contexte européen, autre que les lanceurs. Et quand les opportunités s'est présentées donc d'un poste de directrice adjointe au lanceur, je me suis dit pourquoi ne pas renouer avec mes premières amours avec justement une vision et une culture qui était différente peut-être de ce que les gens lanceurs avaient pu engranger pendant toutes ces années. Et voilà, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Merci beaucoup. Alex had a few introductive questions about why Ariane 6.
So the story of Ariane 6, of course, is a very interesting story. The fact is that from the beginning of the launch history in Europe, the European community wants to have an independent access to space, and for this institutional missions. And for that, we have a particular theme in Europe is to join the commercial market to this institutional market. That's the reason why Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4, and Ariane 5 are dedicated not only to the institutional mission, but also to this institutional market, especially focused on the GTO satellite. And what we can see for the future is that the market of this satellite are quite the same. They are not, our prediction doesn't give a very big exponential improvement of this market. And on the other one, we can see that there is more and more concurrencies coming from the US with the new SpaceX launchers, but also coming from the stabilization in Russia and coming from the new entrants in the competition as India or Chinese launchers. That's the reason why we thought 4 years ago, we thought that we have to foresee a new type of launcher for the future, dedicated to this commercial and institutional market, but with, and it is really the big difference with Ariane 5, with a very big objective of recurring cost for the launch. And that's the beginning of the story of Ariane 6. Thank you. And can you walk us a little bit through the timeline, maybe also a little bit of the past, how it developed, and also when the first launch is expected and how it all will go? The first launch is expected from now on 2012. 2021. But that's clear that this calendar is not yet frozen, and we have also to discuss with all the partners in Europe, and especially with Germany, of course. But what we think is that a good target date is 2021. Rémi? Oui. Moi, je voulais savoir le planning d'ici à la ministérielle. Quelles sont les étapes qui sont prévues pour Ariane 6? Alors, les étapes qui sont prévues sur Ariane 6, actuellement, techniquement, nous avons quand même de grosses avancées en ce qui concerne le design d'Ariane 6, puisque nous avons donc choisi une configuration, comme vous devez savoir, une configuration booster à poudre. Nous utilisons 4 boosters identiques sur Ariane 6, ce qui permet par l'effet cadence-lancement et par l'effet cadence intrinsèque au lanceur dû à ces 4 boosters de diminuer notablement le coût récurrent, ce qui est notre objectif pour capter ce marché commercial. Donc nous avons des avancées au niveau technique qui montrent que cette configuration permet de répondre aux objectifs de performance que l'on souhaite. Et nous avons également un calendrier et des objectifs au niveau économique et des discussions avec les industriels pour voir comment nous pouvons atteindre cet objectif financier qui est d'un coût récurrent de 70 millions d'euros. Donc aujourd'hui, à ce jour, il y a un certain nombre d'appels d'offres qui ont été lancés. Il y a eu plusieurs étapes dans ces appels d'offres. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où les appels d'offres récents montrent que cet objectif de 70 millions d'euros est atteignable. Donc nous devons, d'ici la ministérielle, conforter avec les industriels cet objectif financier. Et nous devons également discuter avec nos partenaires allemands sur la façon de répartir les différents étages d'Ariane 6, les différents éléments de base d'Ariane 6, de façon à obtenir une répartition industrielle européenne qui correspond à quelque chose qui intéresse un peu tous les pays qui vont participer. Donc les grandes étapes vis-à-vis de la ministérielle, elles sont de nature, elles sont avec les industriels pour finaliser le design technique et les objectifs, crédibiliser les objectifs de coût, et avec nos partenaires européens pour trouver un message
industriels, ou en tout cas, que nous allons travailler sur Ariane 6 sur la base d'appels d'offres, hein. Donc, il est clair que tous les industriels européens peuvent répondre à ces appels d'offres, quelle que soit leur origine. Après, nous allons voir en fonction de ces appels d'offres, nous allons sélectionner les meilleurs et nous allons voir avec les institutions publiques, les différentes agences de ces pays, comment est-ce qu'on peut financer l'ensemble de cette activité de lanceur. Alors Marianne, il semble qu'on ait un petit peu de mal à t'entendre. Je ne sais pas si ça vient de ton environnement. Si tu peux juste, du coup, peut-être parler un tout petit peu plus fort quand tu réponds aux questions. Je peux parler plus fort. Il n'y a pas de souci. Rémi, vous vouliez relancer? Moi, je voulais savoir, la version d'Ariane 6 qui a été présentée à l'été 2013, l'ESA doit la confirmer lors de la prochaine session ministérielle qui est prévue en fin d'année au Luxembourg. Mhm. Donc, on est certain que c'est cette version qui sera décidée. Alors aujourd'hui, cette version qui a été présentée effectivement en juillet 2013, on continue à travailler dessus, hein, pour justement conforter le design. Et aujourd'hui, tous les signaux concordent pour dire qu'effectivement, ça sera cette version qui sera retenue. Donc avec 4 boosters identiques, 3 qui forment le premier étage en ligne et le 4e qui fait le 2e étage. Et le moteur Vinci qui est issu d'Ariane 5 ME et qui servira de moteur de 3e étage. Donc oui, c'est cette configuration aujourd'hui qui est retenue. La différence par rapport à la configuration de juillet concerne le chargement de ces boosters solides, puisqu'en juillet, je crois qu'on était à 135 tonnes et qu'aujourd'hui, on est plutôt sur 145 tonnes. Bon, enfin, bon, je dirais que par rapport à l'exercice de préparation de la ministérielle, c'est un détail, puisque c'est exactement le même type de booster. Et puis, ce sera la même configuration. Corinne avait peut-être une question. Est-ce qu'on m'entend mieux, Séverine? Moi, oui, je crois qu'Alex a difficulté à vous comprendre. Donc, essaye juste d'être très très proche du micro. Voilà. Moi aussi. Oui. Ouais, en fait, ma question, c'est Ariane 6 prend qu'un seul satellite par rapport à Ariane 5 qui prend 2. Pourquoi? Alors, il se trouve que le fait de pouvoir lancer 2 satellites avec Ariane 5, ça a été un grand succès sur Ariane 5 et ça nécessite une performance élevée que la propulsion cryogénique est capable de nous offrir. Mais on constate que la capacité que nous avons, la flexibilité que nous avons d'appairer 2 satellites pour les lancer en même temps est de plus en plus difficile. Et les prévisions qu'on a sur le marché, l'évolution du marché satellite, montrent que cet appairage risque d'être de plus en plus difficile dans le futur. Donc aujourd'hui, appairer 2 satellites pour faire un seul lancement nécessite que l'un des 2 satellites attende l'autre. Or, dans ce monde commercial dont on parlait tout à l'heure, les opérateurs satellites ne sont pas très patients, n'ont pas vraiment envie d'attendre leurs petits camarades. Et donc, Ariane 6, à cet égard, offre une flexibilité au niveau du lancement qui sera bien meilleure que ce que peut offrir Ariane 6. Donc, c'est l'objectif. L'effet également intéressant d'un lancement, on a une fréquence de lancement, une cadence de lancement qui est beaucoup plus élevée. Et que donc, on peut, par ce biais-là, diminuer les coûts récurrents et donc optimiser le coût récurrent de l'ensemble du lanceur. Corinne, vous aviez une relance peut-être? Parce que je vous ai entendu parler. Je vais parler de la pollution. Alors, la pollution, oui. Oui, s'envoyer qu'un seul satellite, dire moins. La pollution s'y intéresse beaucoup, enfin l'impact environnemental, on va dire. Hein. Ouais, j'ai ça. Alors, j'ai pas du tout compris la question, mais. Alors, Corinne, allez-y, posez tout non plus, quand en fait, je comprends. Ne coupez pas la parole parce qu'on a un décalage de son avec vous. Bon, on a un petit peu de mal. Je vais passer la parole à Alex en attendant. Peut-être répondre sur l'impact environnemental, puisque, bon, effectivement, un lanceur, comme toute activité humaine, a un impact environnemental. Néanmoins, on s'intéresse beaucoup au sujet, puisque nous essayons, bon, déjà,
pas nous essayons. Nous respectons déjà la réglementation, mais en plus, nous essayons même de faire mieux. Donc, nous nous intéressons beaucoup à l'impact environnemental des lanceurs, et en particulier en Guyane. À chaque fois qu'on lance un lanceur Ariane 5, on fait des études d'impact de ce lancement sur la faune et la flore guyanaise. À ce jour, on ne détecte rien, c'est-à-dire que les études montrent qu'il n'y a pas d'impact sur la faune et la flore, moins de façon détectable. On avait également fait des projections sur que sera Ariane 6 par rapport à Ariane 5, et on constate que Ariane 5 est également doté de boosters à poudre. Sur les côtés, il y a un moteur cryogénique central, il y a 2 gros boosters à poudre sur les latéraux. Donc on constate que Ariane 5 et Ariane 6 auront des effets sur l'environnement qui seront à peu près similaires, c'est-à-dire très très faibles. Mais c'est effectivement un sujet que l'on suit de près. On a travaillé avec des scientifiques qui s'intéressent à la chimie de l'atmosphère et qui, avec nous, essaient de déterminer l'impact des non-lanceurs sur l'environnement atmosphérique et sur l'impact sur la faune et la flore. Alex, I had a question. Yes, I'd like to come back to the development cost and also ask about what makes Ariane 6 so efficient. So is it that you use the same motors instead of having 3 different stages, or is it more the fact that it's now fewer companies that will be producing it, so we won't have the geographic return as usual on development? So can you maybe elaborate a little bit about that? Hello? So, concerning the optimization of the cost is the main part of your question, if I understand well, because it's very difficult to answer you. As you said, there's a lot of things which can lead to a reduced recurrent cost. First of all, that the technical choice we have made for this launcher, mainly the fact that we have chosen the same propulsor which can be used 4 times in the same launcher. We have only 2 motors in the Ariane 6 because there is only the solid booster and the cryogenic motor on the first stage. So that is the technical aspect we can lead to a decrease of the recurrent cost. But there is also, that's clear, new governance of this Ariane domain by the fact that that's clear that we have the intention to give more responsibilities to industrials in order for them to take the global responsibility from end-to-end responsibilities of the launchers and of the development of the activities, and pay directly to the commercial market, and by this way to optimize all the process of realization of the launchers. That means all the manufacturing process and to simplify them in order to reduce the time of this process, and also the industrial building of the various possibilities. There is too many industrials which are implicated in the Ariane 5 development, that's clear, which leads to a lot of interfaces, technical interfaces, but also contractual interfaces, and clearly we have to simplify. The master word is to simplify all this industrial building in order to decrease the recurrent cost. And we have to work all together on this aspect, especially the German companies. May I ask a follow-up? Alex, go on. Yeah. So is it mainly now? How big is the French involvement in the development and in the production of the Ariane 6? How big is the percentage of or the share of the French involvement in the development or in the production of the Ariane 6? Alors, the French development is not yet frozen. The choice, typically the choice of the industry is not yet frozen because we are in process to select all the industrials, so that's clear that it is not done today. From financial point of view,
the French investment is around an half of the global budget for the development. That's around 1.5 billion of euros, something like that. But the selection of the industrials themselves is not yet done. Rémi? Donc moi, je voulais savoir si SpaceX s'impose sur le marché du lancement de satellites commerciaux. Donc les opérateurs de satellites voudront que leurs satellites soient également compatibles pour un lancement Falcon 9. Donc au mieux, Falcon 9, ça sera 5,2 tonnes en orbite GTO. Donc je veux savoir s'il y a des conséquences pour Ariane 6 en termes de design et de compétitivité future. Alors sur Ariane 6, notre cœur de cible, c'est le satellite télécom de 6,5 tonnes, ça c'est clair. Donc la performance cible d'Ariane 6, c'est celle-là. Néanmoins, quand on s'intéresse au marché satellite, on se rend bien compte qu'il y a une segmentation de ce marché avec une bosse également autour des 3,5 tonnes aujourd'hui qui peuvent devenir 4,5 demain, liées en particulier à l'arrivée de Falcon. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier des variations d'Ariane 6, des adaptations d'Ariane 6 qui permettent, avec un lanceur un petit peu moins cher, de cibler également ce marché de 4,5 tonnes en utilisant les briques de base qui sont issues soit de Vega, soit du Ariane 6 pleine charge. On étudie également une version d'un Ariane 6 qui va jusqu'à 8 tonnes, parce que le cœur de marché, on peut penser aussi que certains satellites stationnaires vont peut-être aller en augmentant. Ce qu'on a constaté quand même jusqu'à présent, c'est que même en prenant en compte l'arrivée des satellites électriques, qui par nature vont être un peu moins lourds que les satellites chimiques, même en prenant cela en compte, on pense que le cœur de cible de 6 tonnes 5 restera le cœur de marché et là où il y aura le plus de vitesse. Parce que les satellites de télécom ont toujours eu tendance à grossir. Moi, je viens du monde des satellites. Donc, c'est vrai que c'est une des particularités des satellites. Il ne faut pas oublier qu'il y aura Falcon qui sera sur le cœur du marché du 4 tonnes 5, on va dire. Mais sur le cœur du marché du 6 tonnes 5, il y a également Proton. Donc, les opérateurs satellites auront aussi cette double possibilité d'approvisionnement entre Ariane 6 et Proton. Donc, on respectera, il n'y a pas que SpaceX dans le paysage, quoi. Je veux dire, il y a aussi d'autres lanceurs qui offrent toutes les performances que SpaceX et sur lesquels nous pensons qu'on peut également jouer cette double approvisionnement. Rémi? D'accord. Oui, effectivement, il n'y a pas que SpaceX. Et en parlant de Proton, il va progressivement laisser sa place à Angara. Angara qui sera tiré d'un nouveau pas de tir. C'est pas une concurrence sérieuse pour Ariane 6, Angara, par rapport au Proton de l'US. Ce sera une concurrence sérieuse, oui, ce sera une concurrence. Beaucoup plus sérieuse que le Proton actuellement. Beaucoup plus sérieuse, je ne sais pas pourquoi, parce que le Proton actuellement est un sérieux concurrent. Hein, il a quand même il a des difficultés par moment, mais enfin il a quand même fait comme ses preuves et il a perduré. Donc Angara, quand il sera là, sera un concurrent sur Ariane 6, mais justement c'est bien pour ça que nous pensons qu'il faut que Ariane 6 se positionne de façon beaucoup plus percutante que ne le fait Ariane 5 en termes de positionnement économique. Et les choix que nous avons faits sur le lanceur Ariane 6 sont des choix qui permettent de minimiser le coût récurrent, que ce soit les choix techniques, comme les choix d'organisation industrielle, comme je l'ai expliqué précédemment. Et donc, nous pensons qu'avec ce lanceur Ariane 6, on saura faire face à la concurrence, qu'elle vienne de SpaceX ou de Angara. Ou d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'Inde aussi qui n'offre pas la possibilité de lancer des satellites directement, mais qui offre vraiment la possibilité de service complet. Alex? Yes. I would like to come a little more maybe also to the technical side. So in terms of flexibility, how flexible will Ariane 6 be, and what share of that has the reignitable upper stage of the Vinci engine? How does it add to that? Do you want to speak about the flexibility or the adaptability? Well, both. But first, yeah, the flexibility.
maybe first? The flexibility is the capacity to be flexible for a launch, for example, Yes, to be reactive and to be able to launch with more capacity of frequency, for example. Yeah. Yes, that. So Yeah. that. So for this point on the Ariane 6, we are working a lot also on this aspect. And what we want to be able to do with Ariane 6 is clearly to increase the flexibility of the launcher with regard to what we are able to do with Ariane 5. And for example, we are working, the fact that we have a single launch clearly offer more flexibility for the launch, because we are not to wait for the other satellite to launch. So it's the first point of flexibility for the launcher. The second one is the big availability, disponibility of the launcher due to the fact that we have only 2 motors to be available in terms of qualification. And we have 5 identical boosters, solid booster, also lead to a better flexibility for the launch. And we have also very strong requirement with regard to the mission analysis we have to perform before the launch in order to reduce this mission analysis in terms of delay. And in order also to reduce the duration of the launch campaign in Guyana, in order also to be more flexible. And finally, to delay as far as possible the possibility to change the launcher during the launch campaign, which today it's not very easy with Ariane 5. If you have a problem with a satellite, for example, with one satellite, if you have to change a launcher, it's not very easy to perform that. So we have strong objective for that with Ariane 6. Thank you. Corinne avait une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que Ariane 6 pourra servir à envoyer des vols habités ou simplement que des satellites? Alors Ariane 6 effectivement est un lanceur qui ne lancera pas d'astronautes, mais de cosmonautes. Ça ne sera pas un lanceur habité. L'Europe a fait le choix depuis un moment de ne pas se lancer dans le vol habité. On a eu la grande époque Hermès dans les années 90, fin des années 80 et début des années 90. Nous pensons que les aspects financiers qui doivent être mis sur la table pour pouvoir faire un lanceur habité sont tels qu'ils ne sont pas prioritaires par rapport à ce que nous souhaitons faire, sachant que nous avons des partenaires dans le monde, comme les Américains ou comme les Russes, avec qui nous pouvons faire du vol habité. D'ailleurs, Thomas Pesquet sera bientôt lancé, j'aurai un prochain, je crois. Donc c'est un Français et il partira sur la station spatiale. Pour tout ce qui est vol habité, nous travaillons en coopération avec nos partenaires, mais nous ne positionnons pas de contrat autonome. Notre souhait d'autonomie d'accès à l'espace concerne essentiellement nos satellites institutionnels. Et ces satellites institutionnels, leurs missions, ce sont des missions de nature scientifique, télécom, application ou des missions de type défense. Pas de vol habité avec Ariane 6. Voilà. Rémi, une question de Twitter. Donc oui, c'est Actu Spaceblog qui vous la pose. Il voudrait savoir si Ariane 6 pourrait remplacer Soyuz en Guyane et si on pouvait garder Ariane 5 ME en même temps. Et je voudrais savoir où en est le développement de l'étage Vinci qui servira à Ariane 6. Alors le Vinci actuellement, bon, pour répondre là-dessus, puis un peu simplement, parce que je ne vais pas vous faire une description de développement du Vinci. Le Vinci est en qualification, hein, donc le Vinci sera disponible pour en particulier un vol Ariane 5 ME qui aujourd'hui est prévu en 2018. Donc si les essais sont en cours, se déroulent avec leur lot de bonheur qui font que la qualification arrive et puis leur lot des fois de qui montre bien que ce n'est pas facile de mettre au point un moteur cryogénique et que pour cela il faut une compétence très pointue et très particulière dont nous disposons en Europe et c'est très bien. Voilà. En ce qui concerne Ariane 6, est-ce que Ariane 6
remplacera Soyouz à Kourou. À terme, Ariane 6 remplacera Soyouz à Kourou, puisqu'Ariane 6 sera dédié à des vols institutionnels. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons garder un accès européen à l'espace, c'est pour les vols institutionnels. Et actuellement, beaucoup sont lancés par Soyouz. Mais Ariane 6 n'est pas encore sur le marché. Ariane 6, en calendrier, c'est 2021, donc d'ici 2021, on aura le temps de lancer encore beaucoup de Soyouz. Et l'objectif d'Ariane 6 n'est pas de remplacer Soyouz uniquement. L'objectif d'Ariane 6, c'est de toucher le cœur de cible du marché commercial, qui sont les satellites géostationnaires de télécommunications, de Citon 5 à peu près. Ariane 6 servira à lancer des missions institutionnelles qui aujourd'hui sont lancées par Soyouz et remplacera donc Soyouz à terme. Mais ce n'est pas sa seule mission, ce n'est pas sa mission cible. Alors, vous m'avez posé une question sur Ariane 5ME aussi. C'est Rémi, la question sur Ariane 5 ME. Non, mais je voulais savoir, en fait, si on allait la conserver longtemps, c'est le futur lanceur. Ariane 5ME, sa durée de vie prévisible, de combien de temps? aujourd'hui le scénario qui est proposé qui a été proposé à Naples, à la conférence ministérielle de Naples, que nous étudions, c'est donc un scénario avec un premier lancement d'Ariane 5ME en 2018, qui va monter en cadence assez rapidement, et un premier lancement Ariane 6 en 2021, qui donc verra sa cadence optimale en 2024 et 2025. Donc, ça veut dire que Ariane 5ME, qui utilise aussi beaucoup de composantes d'Ariane 5, sera en mode opérationnel jusque dans les années entre 2021, 22, 23. Donc on a encore une dizaine d'années d'Ariane 5 et Ariane 5ME devant nous. On avait une question d'un blogueur qui n'a pas pu nous rejoindre, c'est Guillaume Pénant, qui disait que mener un tel projet, c'est quand même long, surtout dans le schéma décisionnel européen qu'on peut connaître. Est-ce que vous pensez qu'il n'arrivera pas trop tard sur le marché des lanceurs ? Alors, trop tard, dépend par rapport à quel événement. On aurait pu espérer effectivement qu'Ariane 6, on est arrivé ici du fait qu'Ariane 6 arrive beaucoup plus tôt, pourquoi pas en 2018 ou 2019. Bon, il se trouve que d'un point de vue technique, aujourd'hui, c'est pas possible, donc ce ne sera pas possible à financer non plus, puisqu'il faut financer ce lanceur. Donc, on est sur une hypothèse de 2021. Moi, nous ne pensons pas que ça sera trop tard. Le marché des satellites va évoluer. Et Ariane 5 et Ariane 5ME, qui nécessitent quand même un financement, un soutien, on va dire, de la puissance publique, permettront de tenir jusqu'à l'arrivée d'Ariane 6. Donc, c'est sûr qu'on aimerait qu'Ariane 6 arrive plus vite, ça serait mieux. Mais bon, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'Ariane 6 arrive le plus vite possible. Maintenant, c'est sûr, on est certain de ça. Si on veut se positionner correctement par rapport à ce marché qui va rester stable, je répète, et ces nouveaux entrants et ces nouveaux concurrents qui vont arriver sur le marché. À quelle vitesse vont-ils arriver? C'est difficile de le dire aussi. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas complètement déterministes et qui font que trop tard, non, trop tard, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça arrivera trop tard. Maintenant, le plus tôt ça arrivera, le mieux ce sera. Corinne ? Oui, j'ai une question d'un ami sur demande. Ariane 6, ce sera un moteur blanc. Pardon. On n'a rien compris à la question, Corinne, si vous pouvez la reformuler. D'accord. Oui, c'est la question de Twitter. C'est Ariane 6, c'est mode Vulcain ou autre? Voilà. Ariane 6, c'est la question Twitter. C'est Vulcain ou autre, c'est sur le moteur. Alors, Ariane 6 utilise en troisième étage, utilise le moteur Vinci cryogénique. Donc, il n'utilise pas le moteur Vulcain, effectivement, que le moteur cryogénique d'Ariane 5, qui est de la grosse propulsion cryogénique. Et il y a tout un débat actuellement sur la cryogénie. Donc, effectivement, on peut en dire un mot, bien évidemment. Donc, Ariane 5 utilise un gros moteur Vulcain, un moteur Vulcain qui est un moteur de grosse propulsion cryogénique qui ne sera plus utilisé pour Ariane 6. D'ici une dizaine d'années. Donc, c'est quand même la propulsion cryogénique est un des fers de lance de la technologie européenne que nous partageons entre la France et l'Allemagne. Et nous souhaitons bien évidemment conserver cette compétence.
que d'abord, nous allons faire vivre Ariane 5 jusqu'à cette année, et puis le moteur Vinci qui sera utilisé sur Ariane 6, également un moteur cryogénique. Ce moteur Vinci verra, et on y travaille déjà en R&T, verra l'arrivée d'un moteur Vinci 2, on va dire, dont l'objectif est de diminuer notablement également le coût récurrent de 30%, en diminuant le nombre de pièces, en optimisant l'intégration de ce moteur. Donc on aura un moteur Vinci 2 qui arrivera dans les 2025-2027. Et nous pensons qu'avec cette feuille de route pour la cryogénie européenne, nous sommes capables de garder en Europe l'ensemble des compétences en matière de cryogénie. Et nous sommes capables de le garder parce que nous pensons effectivement que chez Ariane 6, Ariane 5 en aura besoin, Ariane 6 en aura besoin, et il y aura un futur après Ariane 6. Aujourd'hui, pas vraiment d'actualité, on va dire, parce qu'on se projette dans les années 2030. Mais il y aura, après Ariane 6, également des nouveaux lanceurs qui seront à base de propulsion liquide, cryogénique ou avec d'autres ergols. C'est en cours d'étude. On réfléchit à suite à ces moteurs. Donc en fait, le Vulcain, effectivement, ne sera pas sur Ariane 6, ça c'est sûr, mais il ne faut pas en déduire aussi rapidement que je l'entends des fois, que la propulsion cryogénique, du coup, n'existera plus à moyen terme, c'est sûr, et même à long terme. Alex. Yes, I was wondering, I mean, the new Vinci engine is the first reignitable cryogenic upper stage. So why did you decide for that development, and why is the reignitability important? Alors la question c'était pourquoi est-ce que la capacité d'être réallumable est importante du Vinci. Alors la capacité de réallumable est importante d'abord pour une raison première, c'est qu'on doit désorbiter la partie haute du lanceur. Donc on ne doit pas désorbiter pour désorbiter. Donc on arrive en orbite, on sépare les satellites, et on doit réallumer les plages résiduelles du lanceur. In English, excuse me. So the first objective of the Vous pouvez parler français, je comprends, je peux pas, je peux continuer en français. Donc, nous devons déjà désorbiter. Donc, ça, c'est le premier objectif de ce moteur Vinci, c'est de désorbiter, d'être réallumable pour pouvoir désorbiter le 3e étage qui, lui, est en orbite. Donc, ça, c'est une obligation, c'est la réglementation, c'est la loi qui est comme ça. Aujourd'hui, la conception du lanceur Ariane 5 est antérieure à l'arrivée de cette loi, et donc il peut continuer à fonctionner tel qu'il est, mais pour le futur, tout nouveau lanceur doit être capable d'offrir cette possibilité. Alors, il y a un deuxième effet à cette réallumage, c'est que nous aurons plus de souplesse pour la mise à poste des satellites. Et en particulier, on pourra du coup, avec les lancements doubles d'Ariane 5ME, parce qu'Ariane 5ME aura le moteur Vinci et aura des lancements doubles, on peut imaginer que les orbites de ces deux satellites ne soient pas exactement les mêmes et que donc on peut offrir plus un service meilleur auprès des opérateurs satellites. Il y a un dernier effet très intéressant aussi qui est lié aux satellites électriques dont on a parlé tout à l'heure et à Ariane 6, c'est que la possibilité de réallumer le moteur Vinci permet d'offrir aux satellites électriques des orbites telles qu'on diminue la durée de mise à poste de ces satellites. Vous savez que les satellites électriques, ils sont très intéressants parce qu'en masse, ils sont moins élevés, mais ils ont l'inconvénient que la durée de mise à poste est très très longue. Or, il se trouve qu'avec la capacité qu'on peut offrir avec Ariane 6, on peut offrir la capacité, en réallumant le Vinci, de leur offrir des orbites qui leur permettent d'avoir des mises à poste qui sont beaucoup plus courtes et qui sont même divisées par 2. On pense que d'un point de vue commercial, ça pourra être un très bon atout pour Ariane 6 également. Donc, un côté réglementation, quitter l'orbite de transfert géostationnaire, et puis un côté flexibilité opérationnelle, pouvoir offrir des orbites différentes aux satellites. Corinne. Oui, j'ai le lanceur réutilisable.
d'en construire un autre? Alors, la réutilisabilité. Donc ça, On c'est l'a un entendu. sujet sur lequel on travaille, Ouais. également, hein, depuis de nombreuses années d'ailleurs. Alors, les études qui aujourd'hui ont été réalisées au CNES montrent que un satellite réutilisable n'est économiquement rentable qu'à partir du moment où on peut avoir 30 ou 40 utilisations du même lanceur. On est très très loin de ce marché-là, puisque aujourd'hui on parle d'une cadence sur Ariane 6 de 9 comme cible pour être économiquement stable, et d'une cadence de 12 à 14 qui permet d'être un chiffre accessible. Donc on est encore très loin des 40 vols par an qu'il faudrait réaliser pour que un lanceur réutilisable soit intéressant. Néanmoins, techniquement, on s'intéresse à la chose. On a fait pas mal d'études dans le passé. On en a encore actuellement en cours de préparation. Et on continue, oui, à s'intéresser à la réutilisabilité, mais pas sur Ariane 6, qui en plus utilise le lanceur à poudre, donc il ne sera pas réutilisable. Mais je vous dis, il y a un futur après Ariane 6. Il n'y aura pas qu'Ariane 6. La vie ne s'arrêtera pas en 2021 quand on aura Ariane 6. Nous sommes beaucoup plus imaginatifs. Alors, on a une question de Guilhem Pénan qui est absent. Ariane 6 pourrait-elle être en conflit avec la future version d'évolution d'Ariane 5? Donc Ariane 5 ME. Alors, ils sont complémentaires déjà, puisqu'ils utilisent le même moteur, hein, le même troisième étage, et en particulier son moteur. Ils utilisent la même coiffe également. Donc, il y a un certain nombre d'éléments d'Ariane 5 ME qui sont réutilisés sur Ariane 6. Bon, Ariane 5 ME arrivera sur le marché avant Ariane 6, il arrivera en 2018, et puis il offrira également une capacité vis-à-vis des satellites, un service vis-à-vis des satellites qui sera meilleur que le Ariane 5 actuel. Donc ça s'inscrit, et je dirais, un peu dans une même logique. Néanmoins, nous pensons que d'un point de vue effectivement économique, Ariane 5 ME ne sera pas suffisamment bien poussé, et que c'est ce qui nécessitera Ariane 6. Alex? Yes. I wanted to come back a little bit more to the political side of things, and was wondering, since the way that Ariane 6 will be built now is an approach that is not as usual, based on geographic return of what the countries actually pay in. So, is there a possibility that smaller countries will suffer from that in a way, or do you still see enough possibilities to participate? C'était audible, Marianne? Pas vraiment, non, mais Alors, la question, c'est autour du retour géographique. Et la question, c'est est-ce que les petits pays de l'ESA ne vont pas souffrir de cette approche différente? Ouais. Alors, concerning the geographical return, that's clear that the main partner for the Ariane 6 in Europe will be the France, the Germany, Italy, Belgium, and Switzerland. But in any case, we intend to make some competition around a lot of equipment, and any country, any companies in Europe is able to answer to this call. And we see at the first step of this consultation, which is now finished, we are able to say that there is some other little company or little country which can enter in the game of Ariane 6, and that's clear that the door will not be closed. But that's clear that the main contributors will be the France at 50%, Germany at 25%, Italy 15%, and 5% for Belgium and Switzerland. But doesn't mean that there is main. We see, for example, that Spanish can also enter in the game because they are very competitive on such subject. Is the case also for Sweden. So the door is not closed for this little country. But they will work either directly for the prime contractor, but perhaps also for some main industrial which will be in charge of the global activities.
That's clear that the industrial organization in Ariane 5 is too jeopardized everywhere. So we have to concentrate things. But after that, all the industrial are able to work with other companies in Europe. That's clear. If they are competitive, if they are good. Which is the case today. Which is the case. Rémi? Moi, j'ai entendu dire que seulement 5 États membres de l'ESA soutiendraient Ariane 6. Alors, je voudrais savoir si c'est un sujet de préoccupation pour la France, l'Italie et l'Allemagne, et s'il y a un risque sur son financement. Alors, moi, je ne sais pas dire si 5 États membres soutiendront Ariane 6. En particulier, je ne sais pas dire si l'Allemagne la soutiendra vraiment. Mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est que il faut recentrer un petit peu le tissu industriel de façon à ce que les industriels aient un pouvoir de décision et un pouvoir sur l'autorité de conception qui soit plus pertinent, plus percutant qu'elle ne l'est actuellement sur Ariane 5. Ça va passer par il y aura peut-être moins de pays qui seront impliqués, effectivement. Aujourd'hui, on constate que dans les appels d'offres qu'on a lancés, donc il y a plusieurs pays, il y a les fameux 5 pays dont vous avez parlé qui sont concernés au premier chef, mais il y a d'autres pays qui ont répondu, qui ont fait d'excellentes réponses. Et on va attendre que les publications officielles se fassent, mais il n'y a pas de raison que ces gens-là ne rentrent pas. Et si les industriels de certains pays ont répondu positivement et sont bien placés et sélectionnés, eh bien, ça sera la possibilité pour leurs États membres de financer à travers les uns. On fait un petit peu un changement par rapport à ce qu'on avait fait dans le passé. Ce qu'on appelle le fair return maintenant, c'est-à-dire qu'on fait on fait des appels d'offres, on consulte les industriels, ils nous font des réponses, on sélectionne le meilleur, et si son pays veut financer, alors il est sélectionné, et si son pays ne veut pas financer, alors on s'intéresse à celui qui est derrière et dont le pays peut financer. Donc c'est une façon un peu différente de faire que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est une nouvelle méthode qui a été inaugurée en particulier sur le programme Galileo. D'accord. Justement, là, donc vous parlez des industriels. Je voudrais savoir, donc l'architecte industriel ou le maître d'œuvre, il sera désigné quand? Alors, le maître d'œuvre industriel, s'il n'y a plus d'architecte industriel, je vous rappelle, c'est maintenant le maître d'œuvre industriel qui est ADS. Il sera désigné quand on aura bouclé l'ensemble du dossier. Et aujourd'hui, c'est toujours Astrium, enfin ADS maintenant, Airbus Defence and Space, qui est prévu pour occuper ce rôle de maître d'œuvre industriel. Il n'y a pas de concurrence en Europe sur ce sujet. Une question qu'on aurait peut-être pu poser en introduction, parce que c'est peut-être pas forcément évident pour tous nos internautes, quand vous disiez tout à l'heure qu'on ne sait pas, par exemple, si l'Allemagne va soutenir Ariane 6, est-ce qu'on peut dire un mot finalement des différentes visions qui peuvent avoir lieu en Europe, qui peuvent être en concurrence et qui peuvent du coup poser problème dans les négociations de façon très factuelle? Oui, alors le sujet, le nerf de la guerre, je dirais, en ce moment, c'est la cryogénie, puisque effectivement, le lanceur Ariane 6 utilise quand même moins la filière cryogénique que ne l'utilisait le lanceur Ariane 5. Et certains, en particulier en Allemagne, pensent qu'on devrait s'orienter vers un lanceur qui est un double étage cryogénique, au premier étage et au deuxième étage. Donc, au lieu de choisir des protections rapides, de choisir de la protection cryogénique. Bon, il se trouve que à la genèse du projet Ariane 6, dont l'objectif donc est de diminuer le coût récurrent, nous avons mené beaucoup d'études sur de nombreuses configurations, plus de 130 configurations ont été passées au crible, dont des configurations qui utilisent uniquement de la cryogénie. Et que ce que l'on a constaté à travers les études qu'on a menées, c'est que cette cryogénie, elle avait le défaut d'avoir un coût de production en coût récurrent qui était plus élevé de 15% à 25% que
des lanceurs à poudre. Elle avait également l'inconvénient en termes de développement d'être beaucoup plus chère, puisque les essais qui mettent en œuvre les moteurs cryogéniques sont nécessaires avant le lancement, et ces essais échelle 1, grandeur nature en Guyane sont extrêmement chers, donc ça grévait notablement le coût de développement. La propulsion cryogénique offre également un gros avantage en termes d'augmentation de la performance. C'est pour ça qu'elle a été utilisée pour Ariane 5, on cherchait à avoir une performance élevée sur Ariane 6, on a une performance uniquement de 6,5 tonnes en GTO, donc on n'a pas un besoin absolu techniquement en termes de performance d'utiliser de la cryogénie. Et la cryogénie, techniquement, elle a l'inconvénient d'être intrinsèquement moins fiable que la propulsion solide. La propulsion solide, c'est un pétard, le pétard, il part. La cryogénie, c'est un petit bijou de technologie avec des façons de régler le moteur qui sont très particulières, très compliquées, des processus opérationnels qui sont longs, des temps de fabrication qui sont longs, des essais qui sont complexes. Donc c'est une technologie très, comment je dis, une technologie de haut niveau, mais qui présente l'inconvénient d'être diminuer la fiabilité et d'être difficile à mettre en œuvre. Donc pour tous ces critères-là, les concepts qui sont passés en fait sont tous des concepts à propulsion solide. Alors, nous n'avons pas manifestement l'unanimité sur cette analyse. Donc, nous devons encore discuter avec les industriels ou avec les Allemands, parce que comme les industriels sont arrivés finalement aux mêmes conclusions que nous, mais nous devons discuter effectivement avec nos amis allemands pour arriver à les convaincre, ou en tout cas à partager cette vision de ce que doit être Ariane 6. Ça, ce sont effectivement les enjeux et les étapes que nous avons à franchir encore avant cette ministérielle. Mais il ne faut pas oublier quand même que les lanceurs, c'est une grande aventure de l'Europe, et la France et l'Allemagne tirent là-dessus. Nous avons beaucoup d'intérêts en commun avec l'Allemagne sur plein de sujets, y compris sur l'ISS. Donc nous avons, de toute façon, nous allons nous entendre, nous allons trouver des solutions. Mais en tout cas, on le sent dans ton discours, mais aussi, bon, moi évidemment au CNES, on le sent, un progrès quand même en quelques mois, notamment depuis Naples, c'est-à-dire sur ces négociations. On a l'impression que la situation, l'environnement, la concurrence, etc., semble mieux comprise et mieux partagée au sein de l'ensemble des partenaires et des industriels. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est réel? Alors, je pense qu'avec les industriels, effectivement, on partage de plus en plus cette préoccupation. Je pense que l'arrivée du Falcon aussi, clairement, est en train de frapper à la porte, et qu'il a, faut le dire quand même, qu'il a un très grand succès et qu'il a réussi à faire en très peu de temps des choses très impressionnantes. Hein. C'est une excellente réussite, c'est une très très belle réussite, cette affaire Falcon. Donc, je pense que ça aussi, ça va dans le sens de montrer qu'il faut faire quelque chose. Il y a un certain nombre de satellites qui vont partir sur Falcon et qui n'ont pas signé leur contrat de lancement avec Arianespace, dont certains de façon assez surprenante, hein, en particulier les Japonais, en particulier. Donc il va falloir, je crois qu'il y a un certain nombre de signaux qui sont des prémices et qui montrent aujourd'hui effectivement cette volonté qu'a l'Europe de se doter d'un satellite économiquement intéressant et pour pouvoir conserver notre accès à l'espace et donc garder le marché commercial. Je pense que ce raisonnement, il commence à montrer, enfin, en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui viennent payer ce raisonnement. Que peut-être à Naples, on était encore dans des prospectives. Alors on arrive en fait quasiment au terme de cette heure passée ensemble, ça passe très vite. On va laisser une dernière question à Rémi avant de conclure. Voilà, 2 questions alors. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on va mettre autant de temps à développer Ariane 6 qu'Ariane 1, alors qu'à l'époque, on partait vraiment de zéro. Et là, les technos, elles sont disponibles pour Ariane 6. Et la deuxième question, c'est que Ariane 1 et Ariane 5, c'était de très belles avancées technologiques, voire des ruptures.
Et là, avec Ariane 6, j'ai l'impression qu'on met pas en valeur les compétences européennes et qu'on va faire un lanceur, voilà, sans, sans réelles avancées dessus, quoi. Si ce n'est l'étage réutilisable Vinci, quoi, réallumable Vinci. Ce qui est déjà pas mal, hein, parce que Ouais. bon, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. D'ailleurs, on le voit bien en Europe, enfin dans le monde, tout le monde ne possède pas la maîtrise de la propulsion cryogénique, ce qui est notre cas. Bon, mais au-delà de ça, alors Ariana, ils sont partis de rien. Déjà, ça, c'est quand même pas vraiment vrai. Ariana, ils sont pas partis de rien. Ariana, ils sont partis d'un certain nombre de blocs de base également. Il y avait eu le programme Europa qui avait précédé Ariane. Il y avait eu l'expérience Diamant. Et il y avait le moteur Viking qu'on avait récupéré des Allemands. Donc, ils sont quand même des éléments qui ont permis à la France, en l'occurrence, hein, à se lancer dans l'aventure Ariane plus rapidement. Il faut dire aussi que, mais je ne vais pas vous dire que c'est pas une question qu'on s'est posée également, non, parce que effectivement, Ariana a été fait en 7 ans, ce qui est quand même très rapide. Ariana a bénéficié d'une gouvernance très forte, avec une capacité de diriger le projet qui était très forte. On était peu nombreux et il y avait peu d'intervenants, donc les décisions se sont prises très très vite. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans ce contexte. Le contexte des lanceurs maintenant est européen et il faut des décisions collectives, que ce soit au niveau des États comme au niveau des industriels, qui sont plus difficiles à avoir. C'est vrai que là-dessus, on peut dire qu'on n'a pas, on a gagné en envergure, mais on n'a pas gagné en activité. Puis il y a quand même un troisième facteur aussi qui est quand même notable, c'est que vous dites qu'on a fait Ariane 1 en 7 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, on a fait un lancement Ariane 1. Mais c'est pas ça qu'on a l'intention de faire sur Ariane 6. Maintenant, on est dans une démarche qui est une démarche complètement différente. Avec Ariane 6, de doter non seulement de Ariane 6, le premier lancement Ariane 6, mais aussi de tout l'outil industriel qui nous permet d'atteindre une cadence de 12 à 14 lancements par an. Ariane 1, quand ils ont fait Ariane 1 en 7 ans, ils n'avaient pas cet objectif. Ils avaient l'objectif de faire un premier lancement et ils l'ont fait avec succès et ça a été une grande réussite. Donc, une gouvernance beaucoup plus percutante, beaucoup plus ciblée, des financements qui étaient très mono-localisés. Là, pour le coup, vous parliez des petits pays en Europe tout à l'heure. Sur Ariane 1, quand même, il y a une grosse partie du financement qui était français. Donc, une gouvernance très percutante, des utilisations quand même de ceux qui existaient également, ils ne sont pas partis d'une feuille blanche, ça c'est pas tout à fait vrai. Et puis notre objectif sur Ariane 6, c'est d'avoir, comme sur Ariane 5, c'était le cas également, c'est d'avoir un outil industriel et pas uniquement un prototype. Voilà, donc ça c'est pour répondre à votre première question. Après, sur Ariane 6, la nouveauté d'Ariane 6, c'est clair, c'est dans cette démarche économique. Et il est vrai, à part le Vinci, qui peut servir à Ariane 5 et mieux, il n'y a pas de grandes innovations technologiques sur Ariane 6. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie ne s'arrête pas à Ariane 6. Il y aura des lanceurs derrière également Ariane 6. En particulier, il y aura des choses à faire sur l'exploration. Donc Ariane 6 a beaucoup de flexibilité en termes de choix de missions, puisqu'on peut faire des missions SSO, des missions Léo, des missions d'exploration. On pourrait, d'un point de vue technique, faire la mission ExoMars sans problème. On peut faire beaucoup de choses avec Ariane 6. Mais il est vrai qu'il n'y a pas de technologie hyper pointue. C'est surtout, je crois, le défi d'Ariane 6, c'est de renouer avec un tissu industriel efficace, avec des méthodes de fabrication plus efficaces, plus en phase avec ce qu'on fait actuellement dans d'autres domaines, en aéronautique, dans le transport, où on a réussi à faire beaucoup plus, on fait plus vite et on fait moins cher. Merci Marianne pour ces réponses. On arrive au terme de cette rencontre. On voit que c'est un sujet en tout cas qui suscite beaucoup d'intérêt. C'est la raison pour laquelle on sera amené, vous internautes et blogueurs, à vous proposer d'autres Knest Talks sur Ariane 6 d'ici la fin de l'année.
Le prochain, ce sera vraisemblablement à la fin du printemps, où vous pourrez plus particulièrement interroger les ingénieurs de la direction des lanceurs du CNES qui travaillent depuis plusieurs années sur Ariane 6, sur son design, sur sa technologie. Donc voilà, ça sera probablement pour fin mai. Merci donc Marianne d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à tous les participants qui ont passé cette heure avec nous, à tous les internautes qui nous ont regardés, qui ont interagi sur Twitter. Merci aussi à Rémi Decour, qui était notre partenaire pour Futura Science ce soir et qui nous a aidé à faire remonter les questions de la twittosphère. Et puis merci aussi à Guilhem qui travaille dans l'ombre et qui a préparé cette rencontre avec vous, avec nous. Notre prochain Hangout, ce sera à peu près d'ici un mois. On va quitter le monde spécifique des lanceurs et on sera amené à vous parler d'un événement technologique et collaboratif organisé par le CNES qui s'appelle Act in Space. Si vous aimez relever les défis, le CNES vous propose en 24 heures d'inventer des produits et services de demain à partir des technologies spatiales. Voilà, on vous expliquera ça en détail dans les semaines à venir. Et en attendant le prochain CNES Talks, vous pouvez revoir l'intégralité de cette rencontre sur notre page Google+ dès maintenant. Bonsoir à tous, merci et surtout, restez connectés.